Le Poinçon, un podcast de la BBR. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Poinçon, qui est un podcast de la BBR. Nous sommes aujourd'hui au studio de la BBR en vieille ville de Genève à la place du Bourg-de-Four. Aujourd'hui, nous allons parler de théâtre avec nos invités. Bienvenue Audrey Vuillemier, Philippe Verloven, Serge Klopt, vous allez bien ? Oui, ça va bien. Merci. Tout va bien, surtout qu'il est très tôt le matin, le jour n'est pas encore levé. Merci Serge. Moi je suis Antonin, technicien son au studio et occasionnellement animateur du podcast Poinçon. Donc aujourd'hui on va commencer par une présentation relativement brève de chacune d'entre vous, de votre parcours dans le monde du théâtre. Et dans un deuxième temps, on va aborder une des pièces que vous avez chacun enregistrées ici à la BBR, une des pièces de théâtre. Vous allez nous faire part de vos impressions, une anecdote qui vous a marqué. On verra ce qui va ressortir de cette discussion. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de commencer à se présenter ? Serge ? Pourquoi pas ? Que vous dire de la lecture pour un comédien ? Beaucoup de choses. Les difficultés, je pense qu'on en parlera après. Chacun pourra évoquer la difficulté du comédien-lecteur, certainement. Ça, on va en discuter dans un deuxième temps. Peut-être dans un premier temps, si tu as envie de juste nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu as commencé. Mon parcours, j'ai commencé le théâtre, j'étais cinéaste au départ, donc j'étais étudiant à Bordeaux à l'époque, et je devais filmer à la demande d'un metteur en scène une pièce de théâtre pour enfants. Ce qu'il y a eu de très drôle, c'est que j'ai tourné, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de vidéo, donc on tournait en pellicule. Et donc je faisais des prises régulièrement depuis un mois à chaque répétition pour pouvoir avoir un montage. Et un jour, il y a un des 4 comédiens, on jouait à l'époque Turandot, qui était une adaptation de la pièce de Brecht, pour les enfants, et un des comédiens se casse la jambe. Donc le metteur en scène qui était là me dit « Écoute, tu connais le texte ?» Je dis « Oui, un peu, oui quand même, puisque j'ai tourné quelques kilomètres de pellicule. » Il m'a dit « Tu reprends le rôle. » Donc j'ai commencé le théâtre comme ça, j'étais pas du tout comédien, et je me suis assis sur un trône ministériel des 4 ministres de Turandot pour pouvoir... et j'ai commencé comme ça, voilà. Ensuite, c'était une 30aine de pièces pour enfants. On parle de quelle année, là ? Pourquoi t'es désagréable avec moi ? C'était en 1969, sauf erreur, ou 70, 69, je dirais. Merci beaucoup. Et là, tu continues... J'ai repris le théâtre après une carrière professionnelle autre, puisque j'ai bourlingué dans les services sociaux et culturels à Genève, et j'ai repris le théâtre il y a une quinzaine d'années maintenant. Ouais. Merci beaucoup. Philippe, tu veux enchaîner ? Ouais. Moi, je ne suis pas comédien, mais je m'intéresse au théâtre depuis une vingtaine d'années à peu près. Donc j'aime écrire, j'ai toujours écrit depuis que je suis enfant, mais ensuite j'ai fait une carrière professionnelle, élever des enfants, tout ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au théâtre, en termes d'écriture aussi. Et puis ensuite, j'ai rencontré les gens de la compagnie 100% acrylique qui animent des ateliers pour des jeunes. Et ça m'a beaucoup intéressé de participer, d'assister et maintenant d'écrire pour les jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. En parallèle de tout ça, j'adore la lecture et j'ai lu à voix haute à mes enfants depuis qu'ils ont des oreilles. Donc, je leur ai tout lu dans les voitures quand on allait au ski, enfin des heures et des heures de lecture. Et quand j'ai appris qu'il y avait cette possibilité ici de faire de la lecture à voix haute, puisque mes enfants ont grandi, quand je leur fais la lecture, ils rechignent un petit peu maintenant, à 40 balais. Donc voilà, ça me plaît énormément. Mais je ne suis pas comédien, donc je n'ai pas appris les techniques de comédie, ni de pose de la voix, ni tout ça. Je fais ça un peu à l'instinct, mais ça me plaît. Puis pour l'instant, je n'ai pas été viré, donc je pense que ça... Super. Audrey, tu veux continuer ? Alors moi, je fais du théâtre depuis à peu près une quinzaine d'années. J'ai commencé par prendre des cours avec une professeure qui s'appelle Magali Fouchot. Ensuite, j'ai suivi une formation au Conservatoire populaire de Genève avec, entre autres, Philippe Luchère.
Et puis j'ai participé pendant de nombreuses années aux ateliers théâtre de la Comédie de Genève et du Théâtre de Carouge. Et actuellement, je suis en train de finir une formation professionnelle dans une école qui s'appelle Acting Line Studio, qui est à Genève. J'ai joué pendant plusieurs années dans des troupes de théâtre genevoises. Et puis dernièrement, je me suis mise à la mise en scène pour une troupe qui s'appelle Avec les moyens du bord. Voilà. Magnifique. Et tu as des actualités qui arrivent? Comment ça se passe là? Alors pour l'instant, non, j'ai pas de pièces que je prépare puisque c'est plutôt des examens, des auditions que je prépare avec l'école. Ouais. Mais je vous tiendrai au courant si j'ai quelque chose. D'accord. Toi, Serge, tu travailles sur quelque chose en particulier ces temps? Oui, actuellement, je travaille avec la compagnie La Mouette, donc, qui a eu ses heures de gloire, notamment dans le tram à Genève, où on jouait des pièces policières tirées des romans de Corinne Jacquet, adaptés pour le théâtre. Et là, on prépare un spectacle original, puisqu'il a été écrit par le metteur en scène qui s'appelle Le Quatrième Juré. Donc c'est à huis clos, avec un meurtre donc, qui se passe dans un théâtre, justement. Donc avec une scénographie assez particulière. Voilà. Ça donne envie. C'est pendant l'été, donc comme tous les étés, La Mouette joue dans les caves et châteaux du canton de Genève. Merci pour vos présentations respectives. Donc vous êtes tous comédiens, même si Philippe ne veut pas vraiment l'admettre. Non. Dans l'âme peut-être. Dans l'âme, voilà. J'ai fait quelques lectures publiques, des choses comme ça, mais pas vraiment. J'ai jamais participé à une pièce de théâtre sur les planches. Sur les planches, ok. Mais vous avez aussi le point en commun d'être tous donc, lecteurs à la BBR. Je voulais vous demander si vous pensiez qu'il y avait des avantages à être comédien quand on enregistre des livres à haute voix, ou bien peut-être des inconvénients, ou quel est votre ressenti par rapport à cette activité et à votre background de comédien? Comment vous percevez ça un petit peu? Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui a envie d'attaquer. Moi, j'aimerais dire d'abord que cette activité est extrêmement agréable parce que c'est vraiment un moment privilégié où on est dans un studio d'enregistrement, on ferme la porte, on se retrouve seul avec sa voix, son livre, son histoire, et c'est vraiment une activité très plaisante. On est comme dans un cocon. Et c'est vrai qu'on doit apprivoiser sa voix. Alors en faisant du théâtre, on la connaît déjà un peu. Et puis, il y a quand même un travail de respiration à faire parce que lire pendant 1 heure, avec la concentration, avec le rythme qu'on doit imprimer quand même lorsqu'on lit, c'est pas évident. Et le fait de connaître sa voix, je pense que ça peut aider dans la lecture à haute voix. Ouais. Ça vous fait réagir? Pour moi, oui, j'abonde dans le même sens. C'est vraiment un moment privilégié. Et puis, il y a quelque chose de presque méditatif, enfin, un petit peu. Mais bon, c'est quelque chose que je ressens toujours dans la lecture. À un moment donné, ça switch, et puis on entre dans un monde qui est à la fois intérieur et extérieur. C'est assez étrange comme sensation. Je pense que j'ai fait un peu de dessin aussi. Il y a des moments où on dessine, on est avec les autres, et tout à coup, on est tout seul avec son dessin. Et c'est la même sensation qui est assez étonnante. Et on en ressort transformé. Donc ça, c'est très bien. Et puis pour la question que tu posais, être comédien, je pense que ça aide. Et moi, je pense que ce qui m'aide ou m'a aidé, c'est de voir des comédiens jouer, donc d'être dans les gradins ou assister les metteurs en scène, puis les entendre engueuler les comédiens, même si c'est des jeunes, parce que ça va de 9 à parfois 20 ans. Et je vois les défauts dans la parole. Je vois les gens qui finissent pas leur phrase, pardon, tu vois, c'est toujours, ils croient que c'est, voilà. Et tout ça, j'y pense quand je suis dans ma cabine face au micro. Donc, sans avoir suivi de formation, c'est un peu la formation par l'exemple, comme ça. Ouais. Serge, est-ce qu'il n'y a pas un risque de surjouer ou surinterpréter une lecture à haute voix quand on est un comédien comme toi? Écoute, excellente question. Moi, oui, ce que je peux dire par rapport à la voix, ce que disait Audrey, lorsque tu es sur une scène de théâtre, la voix est un des accessoires. L'accessoire principal, c'est le corps.
Donc dans une cabine, c'est vrai que je me surprends parfois à être debout pour pouvoir rentrer dans des émotions liées au texte que je suis en train de lire. Donc ça pose parfois quelques petits problèmes, parce que c'est vrai que, comme je te l'ai dit, sur la scène, les expressions passent tant par le corps que par la voix. Quand tu es en lecture pure et dure, c'est plus difficile. Donc tu as plutôt tendance, je dirais, comme on dit dans le milieu du théâtre, à surjouer parfois, ce qui peut poser quelques problèmes. Oui, je pense que là est la difficulté, c'est qu'on a envie d'interpréter, de donner du ton, mais en même temps, il faut laisser une part d'imaginaire à l'auditeur. Donc si on imprime trop avec un caractère particulier un personnage, eh bien on va le réduire un petit peu dans son monde imaginaire, dans ses images. Donc il faut à la fois rester neutre tout en étant vivant. Et ça, c'est peut-être la difficulté. Donc c'est une sorte d'adaptation de ce que vous avez l'habitude de faire sur scène, en étant un petit peu plus contenu, et puis voilà, se réadapter un tout petit peu au contexte. Ouais. Ok. Avec cette liberté de pouvoir te rater à la lecture aussi, ce qui m'arrive moi, à chaque lecture. Donc l'avantage à l'enregistrement, c'est que tu peux revenir 10 secondes avant et puis reprendre. Voilà, quand tu es sur une scène, surtout ne pas reprendre. Tu t'es planté, tu te plantes. La liaison Malta propos sur une scène, tu ne reviens pas en arrière, tu continues. J'abonde dans son sens aussi, parce que ça, c'est peut-être ce qui m'a retenu d'aller sur les planches. Je me dis, mais non, je ne peux pas faire une faute aussi grossière face à un public. Tandis que là, je me parle à moi-même, vous devez l'entendre certainement parfois. Je me dis, non, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Tac, 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 on revient en arrière. Et ça, c'est vraiment d'avoir cette petite marge d'erreur, c'est parfait. C'est comme dans l'écriture, on peut tracer et c'est agréable. C'est très agréable. Mais je suis curieux de savoir, quand vous faites une faute grossière sur les planches, comment vous vous rattrapez? Pour Audrey ou bien Serge? Tu te rattrapes pas. Alors bon, moi j'ai quelques épisodes comme ça où il m'est arrivé de sauter une scène, donc 4 répliques. J'ai toujours des camarades bien intentionnés qui savent reprendre où il faut puis me relancer sur la piste. Donc ça, comme j'ai pu le faire avec d'autres aussi dans l'autre sens. Donc tu te rattrapes pas. Comme je disais, tu te plantes sur un texte où la liaison mal à propos, ou le je sais pas quoi, enfin le mot mal employé, tu enchaînes. Enfin surtout pas reprendre jamais. Ça c'est interdit sur une scène de pouvoir dire excusez-moi. Non. Ça dépend quel type d'erreur. En fait, si on a un trou de mémoire, eh bien, on compte sur son partenaire. Ça, c'est très important. Et c'est lui qui nous repêche, en fait. Par contre, si on fait une erreur de diction, on bafouille, je pense qu'il faut l'assumer. Et quitte à la répéter. Enfin, il y a des petits trucs comme ça, mais il faut que ça passe naturellement. Il faut vraiment l'assumer. Ouais. Oui, il y a des épisodes comme ça qui sont assez drôles. Moi, j'ai quelques anecdotes dans la chose. On jouait à l'époque à un Brecht, Schweik. Je rentre sur scène, le blanc complet, je ne savais plus comment je m'appelais, ni où j'étais, ce que je faisais. Je jouais avec le metteur en scène qui était en face de moi, et là, il m'a récupéré. Donc j'avais, je pense, un tunnel de 60 lignes. Et il voit, j'ai dû devenir blanc, enfin j'entends, j'étais dans une espèce de panique, et il a enchaîné en disant « Alors vous me diriez que... » Et c'est lui qui a repris mon texte, c'est extraordinaire. Bon, après j'ai pu récupérer dès la troisième phrase. Mais, incroyable. Voilà. Ouais. Mais ça arrive, oui, les blancs, ça arrive de ne pas savoir ce que tu fais là, avec qui tu es et pourquoi tu joues, c'est sûr. Voilà, on a moins de risques ici. Oui, c'est clair. Merci pour ce partage d'expérience. On peut attaquer peut-être la deuxième partie de ce podcast. Vous avez chacun et chacune enregistré des pièces de théâtre ici à la BBR. Je voulais vous demander que vous abordiez l'une de ces pièces-là, peut-être par une anecdote, un souvenir, un ressenti, quelque chose que vous aviez envie de ressortir sur l'enregistrement de cette pièce. Peut-être que Audrey, tu voudrais commencer ? Oui, alors moi je peux vous partager l'expérience de la mise en onde de L'Entre-deux-eaux de Florence Griot, qui met en scène 4 comédiennes et un comédien. Et en fait, ces personnages sont dans le coma et sont dans un espèce de no man's land. Et ils commentent un peu les visites de leurs proches à leur chevet. Et quand on a préparé cette lecture, je me suis dit, mais mon Dieu, mais les auditeurs ne vont pas comprendre qui parle, parce que
il y avait 4 femmes avec des voix assez proches. En plus de ça, il y avait un double discours. Il y avait un discours entre les différents protagonistes et puis un discours plus introspectif où chaque personnage, en fait, parlait d'une réflexion personnelle. Donc il y avait ce double discours. Sur une scène de théâtre en live, on peut différencier ce type de discours, par exemple avec un éclairage différent, quand le personnage est dans cette réflexion, se parle à lui-même. Il peut aussi avancer sur la scène, on peut définir un lieu de confidentialité, on va dire. Mais là, comme il n'y a pas de repère visuel, je me suis dit, mais de nouveau, là, les auditeurs ne vont pas comprendre. Et quand j'ai entendu le travail fini, qui est passé après la post-production, j'ai trouvé vraiment excellent. Et là, je voulais justement vous féliciter. Merci. Parce que le travail de post-production est extrêmement important. Il y a eu un apport de bruitage, de musique. Il y a des didascalies qui ont été lues, qui étaient vraiment importantes. Et il y a cette prise de son lors de la lecture de la pièce de théâtre, mais il y a surtout ce travail en post-production qui est vraiment essentiel pour que les auditeurs comprennent. Et je me suis rendu compte à quel point c'était important, ça aussi. Et puis, il y a cette possibilité aussi de resserrer les répliques, de réimprimer un rythme entre les répliques, qui n'est pas toujours juste, en fait, quand on lit la pièce. Donc voilà, j'étais surprise en bien. Ça fait plaisir, merci pour ce retour. C'est vrai qu'on vient un petit peu finaliser le tout en post-production. Et puis voilà, c'est juste la petite couche de vernis sur la pièce finale. Et puis c'est vrai que ça fait une petite différence, effectivement. Oui, une grande différence. Une grande différence. Tu ne m'as pas dit de pointer, tu m'as dit de tirer. Non, je t'ai dit de pointer. Tu ne sais pas tirer. C'est pas vrai. J'ai décagné 2 boules. J'ai gagné. On ne joue pas aux billes, on joue à la pétanque. Ce sont mes boules que tu as tirées et tu as fait gagner les 2 cruches. C'est chacun pour soi. Mais puisqu'on fait équipe, si je gagne, tu gagnes. Si tu gagnes, je gagne. Coucou, c'est la cruche. Il est mauvais joueur, lui alors. Elle m'énerve. La deuxième cruche veut savoir si vous venez faire la belle, oui ou non. Non. Hein? Il est mauvais joueur. Moi, je veux bien jouer encore, je gagne. Avoue qu'il lui manque une case. La cruche n'avouera rien. Ça va, j'étais énervé. Moi, je commence à en avoir marre qu'on me prenne pour une cruche. Serge, tu voulais peut-être nous parler de ton expérience de l'enregistrement de la pièce de Cyril Royer, Les Comploteurs, une pièce de mafiosi. Oui, il y a quelques épisodes plutôt drôles qui se sont passés pendant cet enregistrement. C'était Isabelle Isperian, donc, qui faisait la mise en onde, appelons ça comme ça. C'est comme ça, oui. C'est vrai que parfois c'est compliqué de pouvoir mettre en scène que du son. En tant que comédien, on est vite entraîné vers un jeu supposé, donc on voit un certain nombre de choses. Et moi, je me souviens, cette pièce, je jouais un mafieux italien. Je suis personnellement à moitié italien, je ne parle pas l'italien. Mafieux aussi, aussi par moments, surtout quand je viens ici, en fait, parce qu'il y a une bande de voyous qui nous entoure, donc on est déjà dans le bain. Merci aux technos. Et je voulais absolument jouer avec un accent italien que j'imagine, puisque je ne parle pas l'italien. Et puis Isabelle m'a dit non, tu restes sur un texte franco-français, etc. Alors, j'étais un peu déçu, comme ça, j'aurais bien aimé pouvoir faire un méchant mafieux italien. Bon, à la revoyure. Mais il est en train de se casser avec l'oseille. Faites quelque chose, patron, descendez-le. Tu me prends pour un câble, irlandais? Si je le descends, tu me descends aussi sec. Et moi, si tu descends Tonio, je te descends aussi. Je vais quand même pas être en reste. Vas-y alors toi, Rosamonde. C'est ça, pour me retrouver la tronche en écumoire. Merci bien, je me suis maquillée ce matin. Je vous éteins la lumière, comme tout à l'heure. Non, pas la lumière. Oh, pardon. Donc voilà,
c'est un épisode de cette pièce. Alors, ce que je regrette, moi aussi, parfois, c'est qu'effectivement, il y a eu plusieurs enregistrements de textes de théâtre ici, et je me dis, pourquoi pas se lancer aussi dans des grands classiques que des gens aimeraient réentendre. Je ne vais pas les nommer, mais enfin, il y en a un certain nombre. Ouais. Mais pourquoi pas? Et je me dis, ce serait peut-être une idée à exploiter là-bas. Tout à fait, de pouvoir faire ce genre de choses. Enfin, moi, j'ai plus l'âge de le jouer, mais je rêve de relire le Cid, par exemple, ou Cyrano. Pourquoi pas, pendant qu'on y est, allez, on tape au sommet. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient écouter à nouveau ce genre de texte. Écoute, et on peut commencer maintenant, le Cid, si vous voulez, il n'y a pas de souci. On y va là, on y va, d'accord. Allons-y. Non, mais c'est une idée qu'on note parce que tout à fait, pourquoi pas. Il faut qu'on développe cet aspect-là et puis et on est partant pour plein de choses différentes, tout à fait. Bon, il y a une diction spécifique avec les alexandrins et tout ça. Il y a du coaching là. Oui, ce serait une préparation particulière. C'est intéressant. Ouais. Merci Serge. Je vous en prie, jeune homme. Et Philippe, tu souhaitais nous parler, pour terminer, de la pièce Les Deux Timides, écrite par Eugène Labiche. Oui, voilà, un classique, mais parce que c'est une expérience vraiment très agréable pour moi. C'était la deuxième pièce que j'ai lue ici, mais la première, on était en cabine avec Serge, d'ailleurs, c'était compromis. Et j'étais seul dans ma cabine, donc ça changeait pas tellement, même si je les entendais qui rigolaient dans la cabine d'à côté. Mais... enfin, quand je dis rigolait, j'ai entendu aussi, t'entends ce qu'il dit, non mais t'entends comme il parle. Enfin bon, vous avez coupé tout ça, bien sûr. Et là, c'était la première expérience autour de la table, dans une ambiance vraiment très bon enfant, sur une pièce légère, je sais pas, c'est peut-être pas bien ce que je dis, mais qui réclame pas non plus une attention extraordinaire. L'enjeu est pas énorme. Et le fait d'être tous ensemble, réunis, c'était vraiment l'expérience de groupe. C'est la première fois que je faisais l'amour en groupe autour d'un micro, voilà. Créer du lien avec les autres bénévoles, les rencontrer. Ouais, voilà, de voir cette envie commune de bien faire. C'était vraiment pour moi une expérience très enrichissante, ce sentiment d'appartenir à quelque chose. Donc les comédiens, je pense, connaissent ça quand ils sont dans une production, dans une troupe. Et moi, j'ai fait cette découverte-là de l'intérieur, alors que d'habitude, je suis en spectateur. Et c'était vraiment très, très agréable. Après, jouer un classique, jouer un timide, comme ça, qui savait pas trop comment faire ses avances. Et c'était très amusant aussi. C'était vraiment très agréable. Ok. Eh ben, je crois que vous avez tous les trois participé à cette pièce, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Ça vous dit qu'on s'écoute un petit extrait ? Avec plaisir. Allons-y. C'est parti. Battre une femme, vous pouvez remporter la corbeille, et voici votre tabatière. Pardon, ce n'est pas celle-là. La voici. Je ne prise pas de ce tabac-là. Je suis heureux, monsieur, que ce petit incident vous ait rendu la santé. Imbécile. Hein ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Maintenant, faites votre demande. Mettez vos gants. Mais c'est que... N'ayez donc pas peur. Il est plus timide que vous. Ah, il est timide ? Il met ses gants. Il va vous faire sa demande. Mettez vos gants. Mais c'est que... N'ayez donc pas peur. Il est plus timide que vous. Ah ? Il est timide. Il met ses gants. Monsieur. Qu'est-ce que ça vous évoque, cet extrait ? Moi, ce qui me frappe, c'est le rythme que vous arrivez à imprimer dans les répliques. Magnifique, Audrey, tu passes canon, là. Ah oui. J'adore, ouais. Non, franchement. Et la première fois que j'ai été technicien pour l'enregistrement d'une pièce, ça m'a frappé la manière dont vous avez à enchaîner les répliques pour qu'il y ait justement ce rythme. Je ne sais pas si vous pouvez m'en parler un petit peu de cette technique-là. Parce que c'est pas naturel, en fait, je trouve. Il faut être très à l'écoute, en fait, du personnage qui parle avant. En fait, on rebondit. C'est que des rebondissements. C'est comme si vous empiétiez sur la fin de la phrase. C'est du tricot. Hein. Ouais, c'est du tricot. C'est très fin. Encore plus ce genre de texte. Ouais. C'est vraiment, je pense que le challenge, c'est de garder le rythme. Et puis de transmettre une voix vivante, d'incarner un personnage, vraiment de se l'imaginer, qui on est, quel est l'enjeu du personnage. Alors ça, c'est un exercice qu'on fait justement quand on fait du théâtre. Et ça aide.
Il y a tout l'aspect de tuilage aussi, effectivement. Bon, là, on est... l'avantage dans l'enregistrement, c'est qu'on voit l'autre aussi, qu'on sait exactement quand rentrer sa voix pour pas qu'il y ait de blanc ou du style « Attends, je suis en train de lire mon texte ». Et puis tu as les répliques aussi notées sur le texte, tu sais exactement quand il va finir, avec quel mot, puis tu peux enchaîner exactement par-dessus. Ouais. Bon, là aussi sur la scène, ça, hein, j'entends les textes, bon, on les connaît, donc vous les sait connaissez exactement quand on intervient. Donc, ouais, c'est juste. Ouais. Et puis par rapport à cette pièce-là, cet extrait-là, tu as un petit ressenti, un petit souvenir qui arrive? Oui, c'est pas un grand souvenir pour moi. C'est pas une pièce qui m'a chatouillé particulièrement. J'ai trouvé le texte un peu léger. Maintenant, c'est vrai que l'enregistrement est toujours un plaisir, voilà. Quel que soit le texte. C'est ça. Ce dont parlait Philippe, quoi. Je pense que si on peut enregistrer le Capital de Marx, par exemple, ça peut être rigolo. Ça dépend comment on le fait, quoi. Mais voilà. Le bottin téléphonique. Le bottin téléphonique, c'est un très bon exercice. Je crois que c'est Guy Bedos qui a un sketch comme ça. Absolument. Regretter Guy Bedos. Ça peut être une idée pour la prochaine. Voilà. Bah, pour les gens qui ont des difficultés à s'endormir, ça peut être peut-être quelque chose d'intéressant. Tout est possible. Là, il y aura des exercices de mémorisation, c'est d'apprendre le bottin téléphonique. Voilà. Non, c'était vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé, même aussi incarner ça. Et en plus, c'est moi qui emballe à la fin. Donc, j'étais vraiment très, très content. Le vainqueur. Génial. Ben, merci infiniment pour vos réactions, pour votre partage. On arrive au terme de cette discussion, je crois. Je rappelle que les 3 pièces dont on vient de parler sont disponibles à l'écoute via notre application BBR Player. On a enregistré... je crois, 8 pièces jusqu'à présent. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de notre catalogue. Oui, Serge, tu voudrais dire quelque chose? Oui, nous aurons le plaisir avec notre troupe, d'ailleurs, d'enregistrer le prochain spectacle que nous allons jouer. Tout à fait, ouais. Parle-nous-en. Alors, c'est un spectacle qui va se jouer dans différents lieux sur le canton de Genève, notamment chez les viticulteurs. Il est inutile de sourire, chers amis. Donc, ça s'appelle Le 4e juré. C'est une pièce policière en huis clos, avec une scénographie très particulière, qui va tourner dans le canton. Et on a le plaisir de venir l'enregistrer ici. Donc, ce sera avec des vrais comédiens, mais qui ne seront plus sur un plateau, mais qui seront en studio. C'est génial. Ça va être assez drôle. On se réjouit de vous accueillir. D'ailleurs, j'en profite du coup pour juste placer le fait qu'on a encore pas mal de pièces de théâtre qui vont arriver sur cette fin d'année. On va en enregistrer une en avril. Ensuite, ce sera Serge et sa troupe en septembre. Et puis, on va essayer d'en caser une encore avant la fin de l'année. Donc voilà, le programme est bien chargé. On se réjouit de pouvoir partager tout ça avec nos bénévoles. Je vous remercie encore une fois d'être venu participer à ce podcast. C'était Audrey Vuillemier, Philippe Farlovan et Serge Klopt avec nous. Je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.